Au tout début de son histoire, notre planète était sèche. Comment est-elle devenue bleue? C'est une question absolument fondamentale à laquelle une nouvelle théorie pourrait donner une réponse. Au moment de sa formation, la Terre était trop chaude pour contenir de la glace d'eau. Toute l'eau présente sur Terre doit donc avoir une origine extraterrestre. L'étude, les extraterrestres, ça n'existe pas, hein. L'étude de roches terrestres anciennes montre qu'il y a eu sur notre planète de l'eau liquide très tôt, aux échelles de temps des astrophysiciens en tout cas. Vers 100 millions d'années environ après la formation du Soleil, cette eau a aujourd'hui plus de 4,5 milliards d'années. En vertu d'un cycle maintenant son renouvellement permanent. Avec mon équipe, nous venons de proposer une nouvelle théorie pour expliquer l'arrivée de l'eau sur Terre. Une question vieille de plusieurs milliards d'années. Les astrophysiciens tentent de répondre à la question de l'arrivée de l'eau sur notre toute jeune planète depuis plusieurs décennies. Une des premières hypothèses considérait que l'eau terrestre était un sous-produit direct de la formation de la Terre qui pourrait être relâché via le magma lors d'éruptions volcaniques où la grande majorité du gaz produit est de la vapeur d'eau. Cependant, en analysant la composition de l'eau terrestre, cette hypothèse a évolué dans les années 90 avec la découverte du rôle potentiel des comètes glacées. Des comètes glacées. J'ai jamais entendu parler. Des comètes, ok, mais pas glacées. Suggérant un apport d'origine extraterrestre. Les comètes sont des boules sont des boules de glace et de roche des comètes, c'est carrément des boules de glace et de roche, qui se forment assez loin dans le système solaire et sont parfois éjectées vers le soleil, pas dedans, vers le soleil. Elles peuvent devenir spectaculaires. Quand chauffées par le soleil, elles forment une queue de poussière que l'on peut observer depuis la Terre. Les astéroïdes, qui sont des objets situés dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, sont aussi évoqués comme progéniteurs potentiels de l'eau sur Terre. Je vais mettre ça là, je n'ai pas besoin. L'analyse de roches cométaires et d'astéroïdes via des météorites, petits fragments d'astéroïdes ou de comètes tombés sur Terre, je précise, des fois les gens ne le savent pas forcément, notamment en mesurant le rapport DH, qui est la quantité d'hydrogène lourd, appelé deutérium, par rapport à l'hydrogène standard, a permis de voir que l'eau terrestre correspond davantage à celle des astéroïdes dits carbonés. Ceux qui contiennent des traces de la présence d'eau passée, orientant ainsi les recherches vers ces derniers. Les travaux récents se sont donc focalisés sur la recherche du meilleur mécanisme céleste propre à faire venir s'écraser ces astéroïdes sur notre jeune Terre sèche au début de son histoire afin de la fournir en eau. Pléthore de scénarios. Pléthore. C'est un nombre de quoi, ça, pléthore? Pléthore de scénarios ont ainsi, en tout cas plusieurs, j'imagine, scénarios ont été ainsi publiés pour théoriser le chamboulement des planétésimaux. Tabarouette. C'est-à-dire des gros corps glacés présents dans les ceintures d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et de Kuiper, au-delà de Neptune, afin qu'ils en soient délogés pour être envoyés vers la Terre. Mais cela sous-entend un jeu de billard gravitationnel qui n'est pas trivial et impose l'idée d'une histoire compliquée du système solaire. Il est clair qu'il y a dû y avoir des chamboulements et des impacts pour former les planètes. Cependant, il se peut que les choses se soient passées plus sereinement et plus naturellement pour l'apport de l'eau sur Terre. Donc, une hypothèse plus simple encore. Je suis partie du principe que je sais pas c'est qui, que les astéroïdes sont glacés au sortir de leur cocon de formation, aussi appelé disque protoplanétaire. Ce cocon est un disque de gaz massif, principalement composé d'hydrogène et rempli de poussière, dans lequel se forment les planètes et les ceintures initialement. Il englobe donc tout le système planétaire en devenir. Une fois que
le cocon initial protecteur disparaît au bout de quelques millions d'années seulement, évidemment, les astéroïdes se réchauffent et les glaces fondent, ou plus exactement subliment. Autrement dit, leur glace se transforme en vapeur d'eau. Dans l'espace où la pression est presque nulle, l'eau reste alors sous forme d'eau. Sous forme de vapeur, désolé. Un disque de vapeur d'eau, vraiment d'eau cette fois-ci, se superpose alors à la ceinture d'astéroïdes en orbite autour du Soleil. À mesure que les glaces subliment, le disque se remplit de vapeur d'eau et s'étale naturellement vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le Soleil, à la suite de processus dynamiques complexes. Au passage, il rencontre les planètes internes qui se retrouvent baignées dans ce disque de vapeur d'eau. En quelque sorte, le disque d'eau arrose les planètes telluriques que sont Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Écoute, on en apprend un esti paquet là-dedans. Là. Je comprends pas toute gang. Là. Juste pour vous dire, là, je suis pas si hot que ça. Là. Le gros de la capture d'eau pour les planètes se passe vers 20 à 30 millions d'années après la formation du Soleil. Un stade où ce dernier a vu sa luminosité augmenter fortement sur un court laps de temps, ce qui a augmenté le taux de dégazage des astéroïdes. Donc là, on a les schémas dont il est question en soi. Mise en évidence, étape par étape. Ok, on va y aller de même. Je lis juste ce qui est en dessous, les petites écritures. Donc, étape par étape, d'un nouveau modèle de distribution de l'eau sur les planètes internes du système solaire, dont la Terre. 5 millions d'années après la naissance du Soleil, les astéroïdes de la ceinture principale libèrent sous l'effet de l'énergie solaire à la vapeur d'eau. OK. Là, dans le fond, ça serait la deuxième, en gros. Ce bain de vapeur se diffuse peu à peu dans le système interne, finit par envelopper les planètes qui en capturent une partie en profit de la formation des océans. Entre 10 et 100 millions d'années plus tard, OK, fini. Une fois que l'eau est capturée par l'attraction gravitationnelle des planètes, il peut se passer beaucoup de choses. Cependant, sur Terre, il existe un mécanisme protecteur qui explique que la masse d'eau totale n'a pas beaucoup varié depuis la fin de la capture jusqu'à maintenant. En effet, si l'eau va trop haut dans l'atmosphère, elle condense, forme des nuages qui se retrouvent un peu plus tard sous forme de pluie à la surface de la Terre. C'est le cycle de l'eau. Les quantités d'eau passées et présentes sur Terre sont donc bien connues. Notre modèle qui, partant de la ceinture d'astéroïdes originelle et procède au dégazage des glaces, arrive à amener la bonne quantité d'eau qui sert ensuite à former les océans, les rivières, les lacs et explique l'eau enfouie en profondeur dans le manteau terrestre. Les mesures... sérieusement, ça disait que c'était quelque chose de plus simple que dans l'autre. Hey, merci beaucoup pour le cœur. Merci énormément, Daniel. Les mesures fines du rapport DH de l'eau dans les océans peuvent aussi être expliquées à l'aide de notre modèle. Enfin, la quantité d'eau présente dans le passé sur les autres planètes et même sur la Lune est aussi bien expliquée avec notre théorie. On pourrait se demander comment m'est venue l'idée de proposer cette nouvelle théorie. Je suis toujours à me demander c'est qui exactement, je vais faire la recherche tantôt. Cela ne sort pas de nulle part et s'appuie sur des observations récentes, notamment avec ALMA, un radiotélescope composé de plus de 60 antennes déployées au Chili sur un plateau à 5 km d'altitude. En effet, en observant les systèmes extrasolaires qui sont des ceintures similaires à celles de Kuiper, on découvre maintenant que les planétésimaux dans ces ceintures sublimes du CO. Bref, monoxyde de carbone. Pour des ceintures plus proches de leur étoile, comme la ceinture d'astéroïdes, le CO, donc monoxyde de carbone, est trop volatile pour être présent et c'est plutôt de l'eau qui devrait en dégazer.
Des observations à venir pour étaler l'hypothèse. C'est donc sur la base de constat que l'idée initiale s'est forgée. De plus, grâce aux résultats récents issus des sondes Hayabusa 2 et ça doit être tout là, et Osiris-Rex, partie explorer in situ des astéroïdes similaires à ceux qui auraient pu participer à la formation du disque de vapeur d'eau initial. Nous avons pu confirmer, car on l'observe aussi depuis longtemps avec les télescopes au sol, la présence de grandes quantités de minéraux hydratés sur ces corps qui ne peuvent se former qu'au contact de l'eau. C'est quand même que moi, personnellement, c'est quelque chose de complexe en maudit pour moi. Là. Le préalable pour... Je pense là-dedans, le principal, c'est de comprendre en général, c'est quoi qui se passe. On se comprend. Là. Moi, j'ai compris qu'il y a de la vapeur dans l'espace, que ça crée, puis tout, puis à un moment donné, ça s'en va vers la Terre, puis ça fait de l'eau. Moi, j'ai compris à peu près ça de même. Bon. Le principal... Mais il y a ça... Ouais, c'était ça, exactement. Le préalable pour expliquer ces observations est que ces astéroïdes aient été glacés initialement, bien qu'ils ne soient plus aujourd'hui... à part les massifs comme Cérès. Les bases du modèle étaient en place et il fallait ensuite construire une simulation numérique qui puisse suivre ce dégazage. L'étalement du gaz. L'étalement du gaz. Un peu comme le capitaine Charles Patnaud aurait dit. Puis sa capture par les planètes. En réalisant ces simulations, je me suis tout de suite rendu compte que cela pouvait expliquer la quantité d'eau sur Terre. Pour les autres planètes, j'ai fait quelques petites recherches pour trouver les contraintes sur les quantités d'eau passées sur Mars et les autres planètes telluriques. Cela fonctionnait aussi. Il ne manquait plus qu'à publier le tout. En tant que chercheur, on ne se contente pas de mettre au point un modèle qui fonctionne et semble tout expliquer. Évidemment, c'est un peu la science, on s'entend. On se doit d'aller plus loin, de tester la théorie à la grande échelle. S'il est maintenant trop tard pour détecter le disque de vapeur d'eau initiale sur lequel tout repose, qui a permis d'arroser les planètes telluriques, comme on a vu tantôt, il convient de se pencher sur des systèmes extrasolaires avec de jeunes ceintures d'exoastéroïdes pour voir si en effet on distingue ces disques de vapeur d'eau. D'après nos calculs, ces disques d'eau, bien que peu brillants, pourraient être détectables avec ALMA et notre équipe vient d'obtenir du temps sur ALMA pour tester tout cela sur les systèmes bien spécifiques. Nous sommes peut-être au début d'une nouvelle histoire. Donc, voilà, gang. C'était ça pour l'eau. C'était quelque chose qui m'intriguait vraiment. Mais c'est quand même quelque chose d'assez intense. C'est quelqu'un qui est quand même pas pire au niveau espace et tout. Et ça va. Quelqu'un qui connaît absolument rien là-dedans, comme moi, un peu... c'est du lourd. Mais très intéressant tout de même.